Milestone, en fait, de quoi c'est né Milestone? Je vais vous donner quelques éléments de contexte avant de démarrer vraiment dans les résultats de l'étude et de voir comment ça s'applique, en effet, comment les résultats peuvent s'appliquer en pratique clinique. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que au jeune âge, on va dire, ici entre 10 et 35 ans, ce que vous avez en jaune, vert ici, ce sont les troubles mentaux, c'est la prévalence des troubles mentaux par tranche d'âge, et on voit qu'à l'âge jeune, en fait, le problème de santé les plus prévalents sont les troubles de santé mentale. Ça se voit aussi quand on reprend un peu les âges de début des différents troubles. On voit que quand même ici, il y a à la fois une convergence entre les troubles du neurodéveloppement qui commencent évidemment très tôt, et puis les troubles émergents de l'âge adulte, comme par exemple les troubles bipolaires et schizophréniques, mais aussi l'âge de début de l'anorexie mentale et autres problèmes, alors que les troubles anxieux et le TOC ont déjà un âge de début qui peut être beaucoup plus tôt. Ça, c'est une autre façon de voir les choses, trouble par trouble. Il y a même un livre qui a été écrit par Norman Sartorius et Giovanni Girolamo, qui a participé d'ailleurs à l'étude de Milestone, Giovanni. Et là, trouble par trouble, donc on voit bien qu'il y a une sorte d'âge critique entre 15 et 25. Et là, on sait qu'il y a une discontinuité entre les services de soins, puisque la pédopsychiatrie, selon les endroits, elle va soit jusqu'à 16, soit jusqu'à 18, soit jusqu'à 21 ou 25. Ça dépend vraiment, c'est assez hétérogène en fait cette affaire-là. En sachant qu'en France, on a une particularité, c'est que la pédopsychiatrie, techniquement dans les textes, elle n'est pas normée en âge vers le haut. C'est-à-dire que nous, on pourrait continuer jusqu'au papy. On pourrait continuer à suivre. On n'a pas d'arrêt des financements en fait. Parce que dans d'autres pays, ce qui se passe, c'est que les soins ne sont plus financés à partir d'un certain âge, et c'est le cas notamment au Royaume-Uni. À partir de 18 ans, vous n'avez pas de soins financés dans le public pour des personnes qui resteraient au-delà, à part dans certains... voilà, ça reste assez exceptionnel. Donc, pourquoi parler de transition? On parle de transition dans un contexte de parcours de soins pour définir ce passage entre la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et la psychiatrie d'adulte ou d'autres services vers lesquels on accompagne quelqu'un. Ça peut être des services médico-sociaux, ça peut être des services sociaux éventuellement, ou du soin chez le médecin généraliste. Mais dans la plupart des services, comme je vous le disais, c'est lié à l'âge. Et l'objectif de la transition, c'est une continuité de soins si nécessaire, mais ça peut être aussi un arrêt concerté de soins. Ça va être une transition vers un arrêt de soins. Par contre, je vais vous dire un petit peu, on parle de transition, on parle aussi de transfert. Mais quand on demande aux jeunes personnes, aux cliniciens, aux parents, de définir ce qu'ils se représentent par un processus de transition, ça peut être un peu variable en fait. Donc, mais globalement, c'est ce processus d'orientation. Et c'est différent de la notion de transfert. Le transfert, c'est un simple changement de service. Donc, le transfert peut se passer indépendamment d'une transition. Par exemple, si quelqu'un est suivi en pédopsychiatrie, mais qu'il arrive aux urgences et que l'organisation veut qu'il arrive aux urgences adultes et qu'il est hospitalisé en psychiatrie d'adulte, ça va être un transfert. Mais ça veut dire aussi qu'il peut y avoir un transfert, mais on reprend un processus de transition éventuellement dans l'accompagnement. C'est-à-dire que, par exemple, le pédopsychiatre, pour le cas dont je viens de parler, va reprendre le relais après l'hospitalisation et reprendre un processus d'accompagnement. Ou pas. C'est vraiment très variable en fonction de ce qui peut se passer. Mais pour les personnes usagées de soins, il est clair qu'ils demandent un accompagnement actif. Alors, une des premières études, avant Milestone, une des premières études qui s'est intéressée à ça, c'est au Royaume-Uni et c'est l'étude TRACK. Et elle a été initiée par l'équipe de Swaran Singh, qui est le coordonnateur en fait de Milestone. Et cette étude TRACK a montré que en fait, les transitions, quand on demande aux jeunes personnes et quand on regarde leur parcours, eh bien, les usagers disent la transition est mal préparée, elle est mal exécutée et on la vit très mal. Et en plus, cette étude a mis en lumière des représentations mutuelles erronées entre les différents services. C'est-à-dire que la psychiatrie d'enfants et d'adolescents n'a pas de bonne représentation des services de psychiatrie d'adultes et vice-versa. Donc ça, c'est pas que chez nous.
Et c'est quelque chose sur lequel il faut absolument avancer. En plus, quand il y a des protocoles, parce que parfois il y a des protocoles de transition qui sont déjà élaborés, il y a un écart entre les protocoles et la pratique. Donc, les jeunes les plus en difficulté sont ceux avec les troubles du neurodéveloppement, les troubles de l'humeur et aussi les troubles de la personnalité émergents, parce que ce sont ceux qui sont les plus souvent concernés par des discontinuités de soins ou par simplement des soins qui ne correspondent pas complètement à leurs besoins. Alors, il y a eu d'autres études qui vraiment se sont intéressés à ce que serait une transition optimale. Et une transition optimale serait un processus qui autonomise la jeune personne. Donc, on sort de quelque chose où les parents sont vraiment centraux pour les soins en pédopsychiatrie, certes, mais dans le processus de transition, on va travailler de plus en plus directement sur les besoins du jeune. Et, par exemple, ça peut être de prendre en compte des choses que la jeune personne va exprimer, mais peut-être qui va être différente de ce que les parents se représentent. Après, il y a le partage d'informations. Donc, partager les informations et envisager les différentes possibilités dès le départ, c'est-à-dire pas seulement un chemin A, mais un chemin A, et si le chemin A ne marche pas, peut-être un chemin B, peut-être si B n'est pas satisfaisant, on peut aussi imaginer autre chose. Donc, il y a une discussion sur les alternatives. Et puis, s'engager avec confiance. C'est sûr que si nous, on n'a pas confiance dans le service qui va accueillir le jeune, s'il a besoin de poursuivre les soins, eh bien, ça pose quand même problème. Donc, il va falloir aussi, là, que les choses se passent bien. Alors, on a regardé, ça c'était une thèse qu'on a faite aussi tout au début de l'étude Milestone, quand on était encore en train de discuter des modalités. Simplement, on a regardé sur une trentaine de dossiers qui sont passés à Montpellier de pédopsie à psychiatrie de l'adulte, et on a regardé si les différents critères, on va dire, de transition optimale étaient respectés. Et ce qu'on voit, c'est que le transfert d'informations se passe plutôt bien, mais ça, c'est pas très étonnant à Montpellier parce que nous avons un dossier unique pour toutes les personnes suivies au CHU et que la psychiatrie d'adulte publique à Montpellier, elle est au CHU. Il n'y a pas de dispersion, hein, comme à Paris, il n'y a pas du tout de dispersion ou pas de grande dispersion. On peut aller en gros au CHU pour le public, en clinique pour le libéral et évidemment dans le secteur de consultation externe et puis éventuellement à la maison des adolescents. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu vraiment une période de soins parallèle avec une coopération entre les services. Il n'y a pas non plus eu des réunions de préparation de la transition entre les services ou en tout cas de rencontres. Et puis, par contre, il y a pour pas mal de situations quand même une continuité de soins relativement intéressante. Enfin, on a pu suivre sur 3 mois. Alors, le constat de départ, je ne reviens pas là-dessus, mais là, le constat de départ, c'est que quand même, sur une autre étude qui a aussi été menée par l'équipe de Swaramsing, on a un petit peu le déroulé. Là, c'est pareil, c'est une étude là, de revue systématique sur les données qui avaient déjà été publiées. Et on voit que à peu près 25% au terme des processus de transition dans la durée de suivi des études avaient bien été admis en psychiatrie d'adulte. 25% restent en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, un peu au-delà de ce qui est prévu. Et 50% de leur cohorte avaient tout à fait d'autres destinations. Ça les a amenés à aller assez vite vers des recommandations, vers des transitions, pour des transitions optimales, notamment maintenant il y a des guidelines de la NICE qui existent et qui sont en fait pas mal fournis et qui ont été pas mal développés avec le projet Milestone. Alors Milestone, vous avez un projet donc, collaboratif qui a été mené entre 2014 et 2019, donc c'est quand même un projet qui a pris du temps. Et l'idée, c'était de mieux comprendre ce qui se passait dans les processus de transition et de les améliorer. Et puis, on a fait pas mal d'autres choses à côté. Les principaux objectifs, on a commencé par se dire, il faut qu'on comprenne comment fonctionne la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et la psychiatrie d'adulte et comment est cette interface dans les différents pays européens. On a fait de la description de systèmes de soins. Ensuite, on a
aussi regarder les formations professionnelles et notamment les formations des psychiatres. Et là, c'est quelque chose qui nous a fortement mobilisés. En plus, on était en plein dans la réforme de la maquette de psychiatrie ici. Donc, ça a donné pas mal d'informations. Et puis ensuite, on a fait une étude de corps pour comprendre les trajectoires de transition et on a testé un modèle d'intervention avec un modèle de transition optimisé pour développer un modèle, on va dire, de bonnes pratiques. Alors, les pays qui ont coopéré, donc essentiellement, donc les pays coordonnateurs, c'était le Royaume-Uni avec l'université de Warwick et autour pas mal d'autres pays, l'Allemagne, l'Italie, la Croatie, les Pays-Bas et la France. Donc, des pays avec des configurations quand même vraiment différentes et c'était le but visé. Alors, pour l'étude de cohorte, il s'agissait d'un suivi de 24 mois de jeunes personnes juste recrutées au moment où ils sont recrutés en pédopsychiatrie juste avant la période de transition. Et on recueille une évaluation à plusieurs moments avec leur devenir et puis leurs expériences. Ensuite, l'essai clinique, c'était un essai randomisé de transition managée, ça je vais vous expliquer en quoi ça consistait, versus soins usuels. Et puis, on a voulu, là, essayer de voir si la transition managée obtenait une meilleure évolution clinique et fonctionnelle, puis ensuite, il y a une étude de coût-efficacité. Alors, l'interface de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, la première étude qui a été publiée par une grande étude qui est sortie de Milestone, c'était cette description du fonctionnement en Europe de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et là, je vais vous montrer simplement quelques schémas, on va dire quelques représentations pour avoir une idée de l'hétérogénéité. Ici, ce sont les nombres de structures un peu équivalentes à des CMP de secteur, en termes de densité par 100 000 habitants. Et vous voyez qu'en France, on est à peu près dans la moyenne. On est dans la moyenne, mais on est beaucoup moins densément, on va dire, pourvu si on compare ça au Royaume-Uni, et moins que l'Allemagne et moins que la Finlande ici. Et ça, ce sont les lits. Alors, les lits d'hospitalisation, on n'en manque pas vraiment par rapport à d'autres pays. Il y a des pays, par exemple, comme dans certains pays de l'ex-bloc de l'Est, notamment en Bulgarie, c'est là où il y a vraiment le moins de lits d'hospitalisation, mais aussi le moins de CMP. Et en Allemagne, par contre, en Allemagne et puis aux Pays-Bas, vous avez pas mal de lits. Et ça change d'ailleurs la politique de santé. En fait, ça change les parcours de soins et ça change, tu parlais tout à l'heure d'un hospitalocentrisme. Pour les soins, en Allemagne, c'est quand même, en tout cas pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, beaucoup de choses se passent en hospitalisation. Et par exemple, en Italie, c'est vraiment l'inverse. Il y a beaucoup de soins ambulatoires et très peu de lits. Donc, je ne reviens pas dans les détails, vous avez l'article, c'est vraiment, je voudrais qu'on ait le temps de discuter un peu de l'essentiel. La formation professionnelle, ça c'est le work package dont je me suis occupée plus particulièrement avec une collègue belge de l'université de Leuven, donc dans la Belgique néerlandophone. Et voilà ce qu'on a pu faire. On a fait d'abord une revue systématique de littérature sur les modèles de formation. Et ça, c'était ce qu'on a obtenu. Maintenant, la situation a évolué en Espagne, mais au moment où nous avons publié, il y avait encore quelques pays avec des troncs, enfin avec une formation commune psychiatrie polyvalente, on va dire, où la psychiatrie de l'enfant et l'adolescent n'est pas spécifiquement différenciée. Et puis, des pays qui sont avec un tronc commun relativement court et après une différenciation, un type intermédiaire ici, ça c'est notamment le cas au Royaume-Uni et en Irlande, et aussi aux Pays-Bas, et puis après des pays où la spécialité psychiatrie de l'enfant et l'adolescent est complètement séparée. On n'a pas encore la réponse à cette question-là, mais on a voulu regarder si le fait de séparer complètement, ou enfin, est-ce qu'il y a un modèle qui est plus, où les gens sont plus enclins à la coopération interservices.
C'est une réponse, on n'a pas encore la réponse, on va voir si on peut peut-être faire une étude complémentaire pour avoir un peu une meilleure représentation entre l'impact en fait des modèles de formation sur l'organisation des soins. Mais ce qui est sûr, c'est que on a regardé si la transition en tant que telle était formellement enseignée dans les différents pays et elle l'était seulement à l'époque de l'étude en Irlande et au Royaume-Uni. Donc, il y a de quoi faire. C'est quand même cette carte qui nous a beaucoup aidé pour convaincre le ministère que la France ne pouvait pas rester avec une pédopsie, la seule finalement représentation européenne. Je me souviens plus, c'était Lituanie ou Slovénie. Ouais, qu'est-ce que c'était l'Espagne à l'époque, mais l'Espagne a évolué. Et qu'est-ce qu'on a là? C'est la loi, mais elle n'est pas encore appliquée. On a, qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi? C'est Lettonie? C'est la Biélorussie, c'est la Biélorussie. Et puis on a. Biélorussie et Slovénie. Voilà, c'est des choses. Voilà, et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a demandé, on a fait un sondage auprès des internes européens de psychiatrie, par l'intermédiaire de leur organisme européen, pour savoir s'ils avaient eu quelque chose autour de la formation pratique ou théorique autour de la transition, c'est-à-dire en gros tout ce qui est psychiatrie développementale de l'adolescent, mais aussi comment on organise et on planifie un processus de transition entre les services. Et on a vu qu'il y avait très très peu de personnes avec un enseignement théorique ou pratique. Vous voyez les chiffres, en grosso modo, entre 94 n'avaient pas vraiment de formation de ce type, mais par contre, ils étaient quand même 63% à avoir affaire à cette tranche d'âge. Donc, on a un espèce de trou aussi là entre la théorie, enfin en tout cas la formation et la pratique. Et quand on leur demande si ça les intéresse de se former, il y a vraiment, on va dire 60% qui disent qu'ils sont intéressés par ce sujet-là et seulement 20% qui disent avoir de bonnes connaissances dans ce domaine. Alors ça, c'est un peu le background, si vous voulez. On va commencer par rentrer dans l'étude de cohorte. Donc, l'étude de cohorte était donc avec des personnes recrutées ici avant la frontière théorique de transition. Alors, pour les services qui n'ont pas de frontière fixe, comme c'est le cas chez nous, par exemple, nous, on commence à parler, à travailler un peu les choses vers 16 ans et de plus en plus, on garde quand même jusqu'à plutôt 18. Et les nouveaux projets qu'on a montés dans le service, alors que c'était une psychiatrie de l'enfant et l'adolescent qui historiquement terminait à 16, et avec des services de jeunes adultes qui commençaient à 16, en fait, la pédopsychiatrie a plutôt construit tous les projets vers 18, on va dire, plus la MDA qui est dans lequel nous sommes partenaires et qui va jusqu'à 21 pour plus, et la psychiatrie d'adultes, c'est resserré sur notamment les jeunes avec des états à haut risque de transition vers la psychose. Donc, on a un peu réorganisé les choses. Donc, les points d'évaluation sont avant la frontière de transition théorique. 9 mois après, il y a un suivi, ensuite à 6 mois et ensuite à 9 mois. Et les effets de la transition managée ont été mesurés ici. Alors, je vous détaille pas, ça ce sont la plupart des instruments d'évaluation, je vais en détailler que 2 un peu plus tard qui ont vraiment été construits dans Milestone, mais globalement ce qu'on a essayé de faire c'est à la fois avoir une évaluation des symptômes, une évaluation du fonctionnement et avoir un triple regard enfant, enfin ado, jeune personne, parents, cliniciens, et on a à peu près croisé tout ça. Mais voilà, donc ça c'est l'état initiale de la cohorte, donc au moment du recrutement, et vous voyez que les troubles les plus prévalents sont les troubles dépressifs et anxieux, le TDAH, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles du comportement alimentaire et tout le reste ensuite avec des proportions un peu moindres, voilà, avec des choses qui sont peut-être assez logiques vu l'âge moyen, 17 ans et demi, 60% de femmes et une cohorte de 700 et plus. Il n'y a pas d'instrument sur les borderline? Alors, non, mais on a quand même pu ici avoir une catégorie probable troubles de la personnalité qui sont majoritairement en fait là pour l'âge en fait des troubles borderline, grosso modo 6. Mais on n'a pas d'évaluation structurée des troubles personnels. Donc là, ça donne une idée aussi de
dans notre cohorte, il y avait quand même une grande proportion de jeunes dont l'état était assez stabilisé, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même plutôt en fin de suivi ou avec un suivi relativement, on va dire, d'entretien. C'est aussi lié au fait que le recrutement a été fait dans 5 services en France et dans les autres pays à peu près de la même manière, sur une base quand même de volontariat. On a demandé en fait aux cliniciens de faire passer les informations sur l'étude, et il y a évidemment une autocensure assez évidente des cliniciens sur les pathologies les plus sévères. Donc on a attrapé quelques jeunes en hospitalisation avec des troubles sévères, mais un certain nombre quand même, je pense, de personnes n'ont pas été vraiment contactées pour l'étude. Donc ça, il faut avoir un peu ça en tête quand on regarde ces graphiques-là. 14,5 à peu près avaient des symptômes quand même présents, mais pas d'une gravité exceptionnelle. Là, on avait vraiment des symptômes cliniques, on avait quelques données manquantes. Sur la durée du suivi antérieur, c'est très réparti, avec de ce qui est en jaune, 23%, ce sont des personnes qui étaient suivies de plus de 5 ans déjà dans les services, et par exemple ici, 25% de moins d'1 an. Donc on a une répartition en termes de durée qui est assez variable en fait. Ensuite, on a regardé, parce qu'on avait donc des données qui concernaient vraiment les cliniciens, et on a pu contacter les cliniciens après la transition, c'est-à-dire en psychiatrie d'adulte ou le médecin généraliste s'il n'y avait pas eu de transition dans les services spécialisés. Les jeunes personnes qui avaient le plus de chances d'avoir une proposition d'orientation par le clinicien pédopsychiatre en termes de besoin de transition, ça pouvait être aussi un psychologue d'ailleurs, c'était globalement ceux qui avaient des symptômes les plus sévères, et puis l'autre point, c'était des parents qui jugeaient nécessaire la continuité de soins. Et quand on a regardé en amont de la transition ce que disaient les pédopsychiatres, il y en avait 70% qui disaient « moi je considère que ce jeune-là a besoin d'une continuité de soins ». Alors pas forcément en psychiatrie d'adulte public, mais une continuité de soins, donc 70%. Et 40% spécifiquement avaient besoin, selon le clinicien pédopsychiatre, d'une transition vers la psychiatrie d'adulte. D'accord ? Donc là, c'était un peu l'état de base, et vous allez voir ce qui s'est passé ensuite. Donc on a distingué plusieurs situations, transition effective vers la psychiatrie d'adulte, une autre situation où c'était une continuité de soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, un arrêt des soins, et puis après des trajectoires un peu plus discontinues, mais avec un retour aux soins dans le cadre où on pouvait encore avoir des données dans le cadre de l'étude. Donc on a pu joindre encore les jeunes, et puis un retour aux soins, quel que soit le service derrière, parce que c'était trop compliqué après de trop différencier. Et puis après, en chiffres, voilà ce que ça donne. Donc clairement, on a recruté tout le monde en pédopsychiatrie, donc tout le monde est ici en bleu foncé. Ici, c'est ce qui s'est passé dans les différents points d'évaluation, et vous voyez que très logiquement, la proportion encore suivie en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent se réduit, mais on est encore à 8,1% de gens suivis en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 2 ans après la transition théorique. Bon, donc ça c'est OK. En sachant que certains pays ne le permettent pas, mais on n'a pas regardé en détail vraiment. Ici, c'est la transition vers la psychiatrie d'adulte. Donc, c'est pas énorme, hein. Là, on est sur quand même des proportions qui, par rapport à ce que souhaitait le pédopsychiatre au début, genre 40% ont besoin de transitionner vers la psychiatrie d'adulte. En réalité, il y a, selon les tranches d'âge, voilà, on arrive à des 9% suivis en psychiatrie d'adulte, une grande proportion d'arrêts. Et une proportion évidemment de perdu de vue ou d'informations qu'on n'a pas pu recouper. Alors qui sont peut-être en psychiatrie d'adulte, vous allez me dire, mais c'est quand même, on a fait beaucoup d'efforts, enfin les assistants de recherche de Maelstone ont fait énormément d'efforts pour joindre quand même les gens, hein, donc c'est quand même pas tout à fait ce qui était prévu. Ça, je ne reviens pas là-dessus, c'est un peu la même chose. Et
je voulais juste vous dire ce qu'on a pris comme variable principale pour qualifier l'état clinique. C'est un questionnaire qui s'appelle l'ONOSCA, et l'ONOSCA existe dans différentes versions, et on a pris la version évaluée par le clinicien pour avoir, on va dire, une évaluation assez fiable, en sachant qu'on avait aussi beaucoup d'auto-évaluation et on avait l'avis des parents. Alors, la bonne nouvelle, quand même, je ne vais pas tout détailler, mais la bonne nouvelle, c'est qu'au cours de l'étude, le score ONOSCA, eh bien, il a plutôt tendance à diminuer. Et les scores, on a des scores des auto-évaluations de l'adolescent sur le questionnaire d'Aschenbach, version auto-évaluation adolescent, ça diminue aussi. Par contre, la CBCL clinicien, elle est plutôt plus stable, on va dire, non, ça ne bouge pas tant que ça. Après, c'est les scores par domaine, je ne rentre pas trop dans le détail parce que c'est un petit peu fastidieux, mais vous avez le détail dans les articles. Les scores cliniques, là, on a regardé l'évolution des scores ONOSCA en fonction des trajectoires. Donc, dans les trajectoires hautes, là, donc les personnes qui ont les troubles les plus sévères initialement, eh bien, grosso modo, on trouve ceux qui transitionnent vers la psychiatrie d'adulte et ceux qui restent en psychiatrie de l'enfant et l'adolescent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand même, les enfants qui, à l'évaluation initiale, sont les plus sévères, sont aussi ceux qui ont les trajectoires de continuité de soins. Et ça ne se différencie pas, visiblement, rester en psychiatrie de l'enfant et l'adolescent et aller en psychiatrie d'adulte n'a pas un impact particulier sur le devenir des scores cliniques, on va dire. Hein. Les jeunes là en orange, ça c'est la trajectoire ONOSCA, on va dire les scores ONOSCA des jeunes qui ont un arrêt non concerté des soins. Et on voit que finalement, ceux qui arrêtent de façon non concertée, bah, ce n'est pas ceux qui vont le plus mal. Finalement, ils sont dans une trajectoire un peu intermédiaire. Ils finissent à peu près au même niveau que les autres. Et ici, on a sans surprise ceux qui arrêtent les soins après la transition, après l'âge de transition, et ceux qui arrêtent les soins avant qu'ils soient en âge de transition. Donc ça, c'est les arrêts concertés de soins. Et sans surprise, c'est ceux qui vont plutôt le mieux. Donc on est un peu rassuré quand même sur la logique de ce qui se passe intuitivement. Maintenant, peut-être on va arriver sur l'essai clinique, mais je vais vous laisser peut-être poser des questions avant de passer à cette chose qui est un peu différente, cette partie d'exposé un peu différente. Est-ce qu'il y a des... Ok, je vais vous expliquer un petit peu comment on a construit cet essai. Alors, en fait, on a beaucoup réfléchi autour de ce que pouvait être une transition managée. Et évidemment, on a essayé de trouver quelque chose qui pouvait être généralisable et diffusable. Donc, on a fait assez simple. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de construire des évaluations standardisées en amont de la transition. Et dans le groupe transition managée, on a créé un feedback au clinicien qui était le clinicien, on va dire, cible de la transition, le service cible de la transition. Et au lieu de faire juste une lettre médicale, un contact téléphonique ou une réunion, eh bien, ces scores d'évaluation étaient transmis à l'équipe qui recevait. Le jeune, ça pouvait être les cliniciens de psychiatrie d'adulte, mais ça pouvait être un service autre, un service dans la communauté, un service médico-social. Voilà, donc en fait, c'est toute cette, comment dire, on leur a proposé une formation initiale et puis on a organisé, donc patient par patient, ce retour d'information qui pouvait se faire soit les modalités étaient en fait assez libres. Il pouvait y avoir une réunion, mais ce n'était pas obligatoire. Et ensuite, on a évalué les différentes outcomes, en fait, les différentes évolutions fonctionnelles, symptomatiques, mais on a aussi évalué des choses comme l'utilisation des services de soins. Est-ce que je sais utiliser le service de soins? Est-ce que je sais prendre un rendez-vous? Est-ce que je sais aller aux urgences ou trouver de l'aide dans une situation aiguë? Et ça, c'est ce qui a été évalué. Après, ça, c'est les instruments qui ont été construits pour faire ces évaluations-là. Donc, on a construit un instrument qui est pour évaluer l'état de la personne avant la transition. Donc, c'est vraiment de l'évaluation fonctionnelle. Je vais vous montrer un petit peu en détail.
et symptomatique. Et puis après, on a construit à peu près la même chose, mais pour mesurer ce qui se passe après. Et ça, c'est publié maintenant. Donc, la validation de ces instruments. Bon, je ne vous raconte pas trop en détail comment on a fait, mais c'était basé sur une revue de littérature, le panel d'experts des personnes qui collaboraient déjà à Milestone, ensuite des focus group avec des familles et des jeunes, et ensuite 2 phases de validation de ces outils. Et ce qu'on peut appeler le passeport de transition, finalement, est composé de plusieurs sections, mais c'est multisources, adolescents, parents et cliniciens, et c'était fait sur un système informatique qui permet de croiser tout ça. Là, par exemple, ça vous montre les résultats en termes de symptômes. Et vous voyez que, par exemple, pour cette jeune personne, il y avait pas mal d'anxiété auto-évaluée, évaluée également par le clinicien, mais pas du tout perçue par les parents aussi. Donc, ça vous permet de vraiment avoir un regard un peu global sur, par exemple, ici, la jeune personne, elle décrit des symptômes dans son auto-évaluation qui appartiennent à la série des symptômes psychotiques, qui ne sont pas repérés par le clinicien ici, ça c'est une vraie personne, hein, et pas repérés par les parents non plus. Donc ça incite à peut-être quand même se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? On va voir, est-ce que ce sont des symptômes de base qui sont très subjectifs et du coup pas du tout partagés encore pas avec l'entourage ou pas perçus par l'entourage, ou est-ce que c'est autre chose? Ici, on voit par exemple que le parent cote très élevé sur des dimensions de personnalité borderline, la jeune personne aussi, le clinicien, pas du tout. On voit l'hétérogénéité se matérialiser quand même de façon assez nette. Ici, sur le niveau de stress, à peu près tout le monde est d'accord. Ici, c'est plus les facteurs de risque, on va dire, et les dimensions qui peuvent être pathologiques. Par exemple, les comportements de prise de risque ne sont pas perçus ici par les parents. Et vous voyez que, par exemple, là, c'est quand même aussi assez intéressant. Le clinicien perçoit la jeune personne comme étant potentiellement quand même à risque pour autrui, alors que la jeune personne se perçoit, elle, comme plutôt menacée par autrui, c'est-à-dire étant à risque de harcèlement, maltraitance, etc. Les parents, pas du tout, ni l'un ni l'autre. Donc, des informations qui sont intéressantes à reprendre, évidemment avec les informations cliniques dont on dispose. Ce n'est pas un truc qu'on peut regarder de façon isolée. Ici, c'est juste un exercice pour vous montrer à quel point les choses peuvent être analysées de façon différente. Ça, c'est les gènes ressentis. Donc, en quoi les symptômes vont gêner, le soin qu'on porte à soi-même, le fait d'être autonome pour les tâches de la maison, la responsabilité, de prendre des responsabilités dans la vie quotidienne, les relations avec le partenaire ou les amis, voilà, ce genre de choses, l'éducation ou la performance au travail. Et vous voyez là encore que le clinicien, là, à mon avis, il ne sait pas. Il répond. Il répond de façon modérée à peu près à tout, sauf pour le sommeil où il doit avoir d'autres informations. Mais là, on voit que le clinicien, il a un peu botté en touche. Par contre, les jeunes personnes, là, elles renseignent bien. Hein. Elles renseignent bien que les symptômes ont une gêne sociale pour la jeune personne qui est tout à fait évidente. Donc, ici, c'est la présentation résumée où on essaye de faire, en fait, on essaye de mettre un petit peu en exergue les points qui sont vraiment intéressants pour la discussion autour de la transition. Et notamment, par exemple, la jeune personne dit ici que c'est très compliqué pour elle de répéter son histoire, l'histoire des troubles, et que c'est un point, la répétition de l'histoire qu'on peut éventuellement soulager en préparant la transition de façon efficace. Et par exemple, on voit que la connaissance dans l'utilisation des services de soins ici n'est pas non plus très très bonne en fait. Donc on peut vraiment voir à quel point, sur quelle chose porter son attention quand on travaille et quand on prépare la transition. Ici, ce sont les principaux résultats en fait, des comparaisons entre transition managée et care as usual. En fait, ici, toute la transition, comme les services avaient l'habitude de le faire, et on voit en fait que les scores ONOSCA, en effet, sont significativement différents entre les deux groupes. Après, avec des sous-scores hein, que je vous laisse
que je vous laisse découvrir. Je crois que je n'arrive même plus à trop les distinguer, mais on a les secondary outcomes sont aussi sur le self-report et sur le clinician rated. Et puis après, quand on regarde la qualité de vie, en revanche, il n'y a pas de différence significative entre les groupes sur l'instrument OMS de qualité de vie, bref, qu'on a utilisé. Et ensuite, bien sûr, on a plein d'autres outcomes que je ne détaille pas vraiment ici parce qu'ils sont publiés. Et donc là, tout le détail de l'étude randomisée, elle est présente. Mais comme on va garder un petit peu de temps peut-être pour discuter et pour échanger autour de l'étude, je voulais juste vous dire qu'on a fait l'étude de coûts. Et évidemment, les coûts sont très faibles, hein, puisqu'en fait, il s'agissait d'une évaluation structurée faite en amont de l'âge de transition. Cet instrument, maintenant, il est disponible, il est gratuit. Évidemment, on n'a pas l'interface qu'on a utilisée informatique pour l'étude, hein, parce qu'on a utilisé AdStracker, que certains d'entre vous connaissent, n'est-ce pas? Mais du coup, l'interface n'est pas comprise. Donc, on peut faire passer les questionnaires, mais moi, je vous conseille vivement pour l'utilisation, puis on va essayer de le faire en France avec, pour que ce soit plus facile à utiliser, d'avoir une interface informatique qui permet de donner juste des codes aux cliniciens, aux parents et aux jeunes personnes et qui puissent avoir tout de suite qui permettent de générer les graphiques sur le passeport de transition. Parce qu'en fait, c'est très visuel. Vous voyez qu'on n'a pas... Moi, je ne vous parle pas de score. Qu'est-ce qui fait que l'interface informatique ne peut pas être disponible? Parce qu'elle est payante, en fait. Tu sais, c'est quelque chose... Elle est payante. AdStracker, c'est une interface informatique qui a été conçue en même temps que l'étude, enfin, qui est utilisée au Royaume-Uni, mais qui a été configurée pour l'étude avec les différents instruments dedans. Mais AdStracker, c'est un service payant, c'est une boîte, quoi. Donc l'idée, c'est peut-être maintenant qu'on a les instruments et qu'on a la validation de l'outil, c'est de construire pour la France peut-être quelque chose qui soit un peu facile d'utilisation, parce que le questionnaire papier, franchement, c'est pas très intéressant. Alors, donc c'est quand même une intervention qui est facile, hein, qui est bien acceptée par les jeunes et par les parents, et qui peut, en effet, quand même améliorer l'évolution des jeunes personnes en transition, parce que ça donne des informations en plus, mais aussi parce que ça oblige quand même un peu les équipes à partager de l'information structurée et à se poser aussi la question de l'évaluation fonctionnelle. Parce que je ne sais pas, vous, si vous faites une évaluation, une réévaluation de préparation à la transition vers d'autres services. Mais en fait, ça se fait pratiquement jamais. Enfin, je vous partage l'expérience que moi j'ai aussi l'endroit où je suis passée, ou même en étant sensibilisée à ça. Maintenant, on a des procédures qui sont un peu mieux en place, mais c'est pas encore idéal, franchement. Donc voilà, quand même, l'idée, c'est d'améliorer la communication et de aussi faire rentrer ces procédés et ces habitudes beaucoup plus dans la politique de santé globalement, avec des financements, peut-être avec, comme l'ANICE, des recommandations. Ça, on va travailler avec HAS et compagnie pour essayer de voir si on peut faire des recommandations avec tout le matériel qu'on a maintenant. Et puis maintenant, il y a beaucoup d'études qui se mettent à étudier les transitions maintenant avec des cohortes pathologie par pathologie. Enfin, ça commence vraiment, il y a des études maintenant sur les troubles du comportement alimentaire, j'ai notion qu'il y a des choses. Et il faut savoir qu'en pédiatrie, dans les maladies chroniques, ça fait un certain temps qu'ils étudient déjà ça, dans les cardiopathies par exemple, dans les maladies rhumatologiques. Et puis, travailler sur la formation, ça c'est l'autre aspect, hein, c'est est-ce qu'il n'y a pas des formations, même si les spécialités dans certains pays sont séparées ou si elles tendent à s'autonomiser, est-ce qu'il n'y a pas des formations qu'il faut faire ensemble pour que les représentations entre les différents professionnels et les différents services évoluent? Et on sait très bien hein, qu'on travaille bien avec les gens qu'on connaît, mais il y a un moment donné où il faut aller au-delà de ces réseaux d'habitude. Les services, le dossier médical, pour nous, c'est vraiment très, très intéressant, le fait qu'on partage un même dossier médical entre les services de psychiatrie enfants, ados et adultes.
Le fait d'avoir un seul système d'information, ça aide quand même beaucoup. La question de l'âge de transition, toutes les études avec les jeunes personnes qui ont été faites ont vraiment insisté sur le fait qu'ils veulent des âges de transition personnalisés. Ils ne veulent pas du tout... l'idée, c'est qu'on ne fasse pas passer les besoins institutionnels avant les besoins personnels. Et ça, c'est quelque chose qui revient très, très, très fort dans toutes les études. On a fait pas mal d'études qualitatives que je ne vous ai pas montrées. Et surtout, on a été accompagné par des jeunes personnes usagers de services pendant toute la durée de l'étude. Et ils ont aidé à toutes les étapes. Ils ont participé au focus group, mais ils ont participé aussi au matériel d'information. Ils ont fait énormément de conférences. Ils ont fait des TED Talks. Enfin, ils ont été... Moi, je trouve totalement époustouflant, parce que vraiment très riche. Ils nous ont donné plein de feedback et c'était vraiment intéressant. Sur le site internet, il y a beaucoup d'éléments sur les jeunes qui nous ont aidés là. Vraiment, la prise en compte de la sévérité des troubles pour être orienté, c'est un peu le b.a.-ba. Là, on a fait un focus sur la suicidalité notamment et comment sont orientés les jeunes qui ont des idées suicidaires. Et je ne l'ai pas rentré, je n'ai pas eu le temps de rentrer les données là dans ce topo, mais c'est intéressant et on voit quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire là aussi pour la prise en compte de la dimension subjective. Parce que l'évaluation du clinicien, elle passe à côté quand même de beaucoup de choses dans le registre de la suicidalité. Et puis l'individu, bien sûr, hein, les caractéristiques individuelles probablement ne sont pas assez... on ne tient vraiment pas assez compte des caractéristiques individuelles, on oriente essentiellement sur la sévérité, mais est-ce que c'est suffisant? L'implication parentale, beaucoup de parents disent que une fois que la transition est faite, ils ne sont plus du tout considérés, plus du tout informés, etc. Et ça, c'est très problématique pour un certain nombre de parents, bien sûr, peut-être pas pour tous. Pour les jeunes, eh ben, on ne demande pas souvent non plus aux jeunes à quel point ils souhaitent que leurs parents soient impliqués après la transition. Donc ça, c'est un autre aspect qu'il faut peut-être avoir aussi en tête. Et puis, bien sûr, comment le jugement clinique, la perception individuelle du clinicien, comment elle va influencer ces processus. On a pas mal, je pense, d'études intéressantes à faire aussi sur le plus qualitative, je pense, sur le jugement clinique dans ces processus. Voilà, je voulais finir avec ces différentes petites perspectives et puis bien sûr une petite photo du groupe central, un peu de milestone, voilà, avec la personne qui a co-géré avec moi le package de la formation, et Swaran Singh, notamment, qui est donc le coordonnateur du projet. Voilà. Et puis les références, je les ai mises là. Elles ne sont pas complètes, mais c'est pour l'instant, les données essentielles ont été publiées. L'étude de cohorte vient d'être acceptée et l'essai clinique randomisé est publié. Et maintenant, il y a pas mal de travail sur la cohorte à faire. Par exemple, on va s'intéresser aux prescriptions médicamenteuses parce qu'on a des données là-dessus. On va s'intéresser aux facteurs de risque et on va s'intéresser quand on a, là on s'est intéressé notamment au trouble dépressif, on va regarder, quand on a assez de sujets, on va regarder un petit peu par catégorie diagnostique aussi. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention et on peut évidemment discuter un petit peu, je crois qu'on a un peu de temps David, c'est ça? Okay, parfait. Alors,